Bonjour à tous. Grosses bêtises, mensonges, mauvaises notes, désobéissance. Tous les parents sont confrontés à ces situations avec leurs enfants. Alors comment réagir? Faut-il punir ou non? Que faire si l'enfant refuse d'obéir? C'est ce que l'on va voir dans la famille en question. On accueille tout d'abord Karine Chacornac. Bonjour. Et vous avez 3 enfants, on les verra dans quelques instants avec votre mari dans le reportage qui va suivre. Deuxième invitée, Marie-Paule Mordefroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice d'adultes en développement personnel et en communication et vous travaillez également sur les questions de parentalité. Vous avez publié il y a quelques semaines « Parents, enfants, vivre les conflits », un livre publié à l'initiative des AFC, les associations familiales catholiques. Il est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis enfin, on retrouve avec joie le Père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez, vous, un éclairage chrétien sur ce thème. Et je signale au passage que vous avez publié ce livre qui peut aider les parents dans leur rôle d'éducateur. « Accroche ta vie à une étoile ». C'est paru chez Albin Michel. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir comment réagit Karine, votre mari, quand les enfants ne sont pas sages. C'est un reportage de Sibylle Delettre. Je m'appelle Otime et j'ai 5 ans et demi. Je m'appelle Com et j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Bertie Chacornac. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. 3 petites têtes d'ange, mais chacun avec un caractère bien trempé. Numéro 1, la petite fille modèle. Numéro 2, le grand sensible. Et numéro 3, le trublion. Non! Il passe. Des enfants sages la plupart du temps, même si leur père met la barre très haut. J'ai tendance à vouloir des enfants parfaits. Bon, on va y revenir. Ils ne le sont pas, mon épouse le répète régulièrement, nos enfants ne sont pas parfaits. Une éducation fondée sur le dialogue. Chez les Chacornac, on ne transige pas avec les grosses bêtises. Il y a un champ qui est pour moi le non-respect de grands principes éducatifs qui vont, me semble-t-il, les aider à se construire. Alors il peut y avoir le mensonge, voler. Là, la réaction que j'ai est une réaction très ferme, donc ça va au-delà des gros yeux. C'est très ferme, mais de la pédagogie, c'est-à-dire que je vais marquer le coup et leur dire vertement et fermement que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Deuxième point, les petites désobéissances du quotidien. Là aussi, pas de concession, Hervé et Karine ont une recette secrète. Quand un enfant désobéit donc, sur ces petites choses du quotidien, ne fait pas ce qu'on attend de lui, c'est lui demander de répéter ce qu'on lui a demandé de faire. Alors apparemment, ça marche dans 100% des cas. Malheureusement, moi, par rapport à ces petites désobéissances au quotidien, cette bonne recette, je l'applique peut-être que dans 10% des cas. Un papa un peu plus autoritaire que sa femme, donc le couple réagit et s'adapte au moindre problème. Notamment avec numéro 2, Com. Il y a 4 ans, le jeune garçon a très mal vécu le retour en France après 2 ans passés en Allemagne. Mais il a le droit de jouer aussi. Il n'a pas le droit de jouer de mon bras. Com est un enfant que l'on peut qualifier de très sensible. Sujet à des colères incontrôlées, ses parents, désarçonnés, ont décidé de prendre les devants pour aider leur fils à se sentir mieux. On est allé voir une psychologue pour enfants parce que, entre guillemets, on avait épuisé de mon côté la dureté et du côté de Karine et la patience et l'écoute pour qu'au total il arrive lui à mieux se situer dans son nouvel environnement et à nous surtout de mieux comprendre ses réactions et d'adapter les nôtres. Finalement, dans cette famille, les enfants lisent, jouent, font de la musique, bref, s'épanouissent tranquillement sans ressentir la moindre contrainte. Comme quoi, une bonne dose de pédagogie tout en appliquant le principe de la tolérance zéro, ça peut porter ses fruits. On est tous sages, très sages. On fait jamais de très grosses bêtises. Ils ont l'air sages, Karine. Alors, une réaction sur ce reportage en entendant Hervé, justement, et son propre témoignage sur l'éducation. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'on essaye d'être sur un chemin, on va dire, un chemin de maturité pour adapter notre comportement vis-à-vis de nos enfants. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était dur, on était ferme, on était intransigeant.
on a compris avec le temps que le dialogue est avant tout source de sérénité dans la famille. C'est-à-dire que quand un enfant n'obéit pas, par exemple, il parlait d'un petit truc, c'est-à-dire regarder l'enfant dans ses yeux, lui faire répéter qu'est-ce que j'ai dit, l'enfant répète, et l'enfant souvent n'a pas le choix de faire autre chose que d'obéir. Donc dialoguer avec l'enfant, ne pas être dur, c'est-à-dire que quand on demande quelque chose à l'enfant, quand on lui demande d'obéir et finalement on se rend compte que l'enfant est fatigué ou que c'est pas le moment, l'enfant a le droit d'être fatigué, l'enfant a le droit aussi de ne pas toujours obéir, de ne pas être parfait comme on voudrait qu'il soit parfait. Donc on lui demande de ranger sa chambre, il ne range pas sa chambre, et finalement on le prend par la main, on va dans sa chambre et on range la chambre avec lui. Et ça, vous êtes d'accord avec Hervé? Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça? Oui, je dirais pour les petites désobéissances ou les désobéissances individuelles. Voilà, un enfant désobéit, on essaye d'adapter notre comportement, de lui parler, de lui faire répéter la consigne. Et en général, ça se passe sereinement. En revanche, je dirais les désobéissances collectives, quand ils sont tous les trois excités, là on n'a pas encore... L'effet d'entraînement. Voilà, l'effet d'entraînement, ils sont fatigués, le soir ils doivent faire leur toilette, se brosser les dents, ils n'obéissent pas, là c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que nous aussi on peut être fatigués. Je crois que c'est important que les enfants réalisent que leurs parents ne sont pas parfaits et que... si on n'arrive pas à prendre sur soi, ça arrive. Alors après, on s'excuse auprès des enfants. Ça passe par quoi quand vous n'arrivez pas à prendre sur vous? On crie un peu trop fort, par exemple. On crie un peu trop fort, on sait qu'il ne faudrait pas le faire, mais on est fatigué, donc on le fait. Et c'est vrai que ce n'est pas la solution, mais dans ces cas-là, on essaye de l'expliquer aux enfants ensuite. Et peut-être que l'enfant se rend compte que lui fait des choses parfois qu'il ne devrait pas faire, et ses parents aussi. Alors est-ce que ça le rassure? Je ne sais pas, peut-être. Des limites à ce qu'il peut faire. Voilà. Et je dirais une dernière chose, dans les cas de grosse désobéissance, de temps en temps, j'essaye de me dire, tiens, qu'est-ce que le Christ aurait fait dans ce cas-là? Alors, vous pensez à quoi, par exemple? Les grosses désobéissances, ce serait quoi? Alors non, je dis grosse désobéissance, il n'y a pas de grosse désobéissance. Plutôt de l'excitation, donc on leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Par exemple, de venir mettre la table, ils continuent à lire, enfin bref, ils courent dans tous les sens dans l'appartement. Et là, je prends quelques secondes de recul en me disant, tiens, le Christ aurait fait quoi? Alors je repense à son amour, à la façon dont il pouvait parler. Et en général, ça m'aide à m'apaiser et du coup, je relativise. Eux le sentent sans doute et voilà, ça passe. Ça vous apaise. Voilà. Bon, et quand je le fais pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Voilà. Les effets s'en ressentent. Alors Marie-Paul, pourquoi finalement un enfant n'obéit pas? C'est le point de départ. Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant peut ne pas obéir. Peut-être que ce qu'on lui demande il ne peut pas le réaliser. Hein. Vous disiez tout à l'heure, quand les enfants sont fatigués, épuisés, c'est pas le moment sans doute de leur demander quelque chose, et il vaut mieux demander à un autre moment. Et pour pouvoir aussi obéir, l'enfant a besoin de comprendre ce qu'on lui demande. Donc, vous disiez tout à l'heure, effectivement, lui faire répéter ce qu'on lui a demandé, ce qui est une manière aussi de l'intérioriser et de se l'approprier. Et puis, je pense qu'il y a aussi la raison, par exemple, de vouloir s'affirmer, s'opposer, d'avoir besoin de s'opposer, tout simplement, et donc de dire non, de refuser, de bouder, de rouspéter, d'être en colère, voilà. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant, on va prendre ce cas de figure-là, s'oppose, peut-être aussi tout simplement pour s'affirmer? Donc là, ce n'est pas le cas de figure de la fatigue ou de choses qu'il n'aurait pas forcément comprises. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas le plus tendu? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas une recette. C'est délicat, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je retiendrai ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est déjà la capacité, sur le moment, de prendre du recul, plutôt que de réagir trop rapidement à une forme d'opposition de l'enfant. Hein, souvent, on est tenté, parce qu'on est fatigué aussi, parce que ça se répète un peu trop souvent, de réagir et de faire comme une espèce de miroir avec l'enfant, et alors on part en vrille ensemble, oui. Et plus rien, ça n'arrange pas les choses. Donc prendre ce recul, une bonne respiration, écouter, voilà, considérer son enfant et contrôler sa première réaction. Et puis ensuite aussi,
accorder à l'enfant le droit justement de ne pas avoir envie de faire quelque chose, de ne pas vouloir le faire, et peut-être accuser réception, ça. C'est-à-dire de cela. Eh bien, ah bon, tu n'as pas envie, tu es fâché. Reformuler ce qu'on ressent que l'enfant exprime maladroitement parce qu'il n'a pas les mots pour le faire. Et à ce moment-là, il peut être étonné parce qu'il sent qu'on le rejoint dans l'état dans lequel il est, quel que soit son état, qu'il boude, qu'il râle, voilà. Et là, ça l'aide à s'apaiser lui aussi. Donc on s'est apaisé, il s'est apaisé, et à ce moment-là, on peut avoir un terrain pour discuter. Bon, alors, c'est pas le moment, tu n'as pas envie, donc avoir un dialogue, qu'est-ce qu'on t'avait demandé, qu'est-ce que tu as compris, voilà. Bon, et voir, à ce moment-là, comprendre ce qui fait difficulté, ce qui fait obstacle. Alors, parfois, ça ne veut pas dire écouter un enfant, ça ne veut pas dire qu'on va céder à tout. Parfois, on sera amené donc dans ce contexte aussi à lui redire, écoute, souviens-toi, on était bien d'accord sur telle ou telle règle. C'est une règle qu'on applique dans la maison. C'est pas ma volonté propre que je t'impose là tout de suite et maintenant. Hein, donc le remettre en lien avec une règle, une loi qui a un caractère objectif, qui n'est pas simplement l'expression de ma volonté sur le moment ou de ma mauvaise humeur de parents gênés par le comportement de son enfant. Voilà. Karine, est-ce qu'il vous arrive de punir? Vous disiez qu'au fil des années, vous vous êtes un petit peu adoucie, vous êtes rentrée dans une phase plus mature par rapport à l'éducation, mais de temps en temps, un chemin de sainteté. Voilà. Mais alors, vous punissez de temps en temps quand même. Ça vous arrive de priver un enfant de quelque chose? Non. Priver, non. Non. Non, alors ça... Jamais. Non, et à la rigueur, de temps en temps, mon mari menace, on n'y arrive jamais et on se rend compte que non. Ça marche pas? Si, alors priver... Si, par exemple, priver... on leur avait promis de passer une bonne soirée ensemble, de faire des gaufres, de regarder un film ensemble. Ils ont vraiment été très agités, très excités. Là, non. On est fatigués, mais... On leur explique qu'on est fatigué. On est fatigué, vous aussi, vous semblez fatigué puisque vous êtes excité, donc on repousse à un meilleur moment quand tout le monde aura envie vraiment de passer une bonne soirée. D'accord, donc c'est pas vraiment un caractère de sanction? Non, parce qu'on n'aime pas tellement ça. Donc je dirais, si punir, à la rigueur, on prend l'enfant tranquillement par la main, on va le mettre dans sa chambre, il dit, bah, écoute, tu es en colère, tu as envie de crier, oui, tu as le droit de crier, mais dans ta chambre, comme ça tu ne nous casses pas les oreilles. Voilà. Alors pour en venir un petit peu plus loin... on ne donne plus de fessées parce qu'on a remarqué que ça sert à rien. Vous l'avez fait un temps et vous avez arrêté? Des petites fessées, encore c'était des petites fessées, c'était vraiment... Mais alors c'est vrai que je reconnais, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est de donner la petite tapette qui fait réagir l'enfant. D'accord. Donc c'est pas la fessée, c'est la petite tapette qui décoiffe et là l'enfant se dit tiens, je vais peut-être aller un peu trop loin, mais voilà, c'est tout, quoi. Par rapport à la fessée, justement, vous disiez, ça n'a pas eu les effets qu'on pouvait espérer, c'est ça? Non, bah non, parce que c'est pas parce qu'on donne une fessée à un enfant que pour autant il va se mettre à obéir tout de suite. Je veux dire, non, c'est notre point de vue. Donc, Justement, Marie-Paula, qu'est-ce qu'il faut en penser de la fessée? C'est très controversé. Hein. Ah oui, en Suède, par exemple, c'est complètement interdit depuis une trentaine d'années, sur le plan juridique, c'est sanctionné. Donc, alors que les Français sembleraient encore en partie attachés à la bonne fessée. Voilà, donc ça peut être une bonne chose ou il faut la proscrire? Alors, pour y avoir longuement réfléchi aussi, je pense que l'utilisation de la fessée me semble en contradiction en fait avec la responsabilité d'éduquer un enfant. Il me semble que quand on utilise la fessée ou des châtiments corporels, on est complètement en contradiction. On voudrait éduquer nos enfants pour qu'ils gèrent leur agressivité, qu'ils la maîtrisent, qu'ils la contrôlent. Et nous, voilà, on se permettrait de les taper. Alors c'est vrai que parfois ça échappe. Attention, quand je dis ça, je ne juge pas. Hein. Parents, moi-même, voilà. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé aussi avec l'un ou l'autre, dans un moment d'énervement. Mais alors souvent je propose aux parents de sentir, de faire un peu le point de mais qu'est-ce que je ressens quand je me suis laissée aller là à cette fessée ou à cette claque, et sans vouloir culpabiliser les parents, mais en les aidant à réfléchir en quoi voilà, il y a quelque chose d'incohérent vraisemblablement entre les objectifs qu'on se donne et les moyens qu'on utilise en utilisant la fessée ou un châtiment corporel, une claque, une gifle, une tape. Alors, est-ce qu'on peut punir en revanche? Est-ce qu'on peut dire tu n'as pas fait tes devoirs, et ben tu vas pas
jouer sur l'ordinateur. Voilà. Alors moi je préfère le mot sanctionner. Oui. Je vais vous dire mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que quand on punit l'enfant, on punit la personne. Et quand on sanctionne des actes, on sanctionne un comportement. Et je trouve que sur cette question-là, c'est important de bien faire la distinction. C'est pas parce que notre enfant désobéit ou a transgressé qu'il devient mauvais. Donc qu'ils comprennent que ce que nous allons sanctionner, c'est son comportement, à condition qu'il soit bien au clair sur la règle ou les lois qui ont été énoncées, d'où l'importance de le faire vérifier en le lui faisant reformuler. Et donc, si on est d'accord sur le fait qu'il a transgressé, eh bien, effectivement, il est prévenu aussi de la sanction qui D'accord, ça s'applique vraiment à l'acte. Voilà. Karine, comment est-ce que vous gérez des situations de conflit quand voilà, il y a des tensions, l'un de vos enfants donc entre deux enfants s'oppose. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous faites vous par rapport à ça? Alors souvent, je me rappelle de ce que disait une pédiatre qu'on allait voir quand les enfants étaient tout petits. Elle nous disait, c'était son point de vue à elle, mais elle était pleine de bon sens. Elle nous disait n'intervenir que s'il y a risque de mort d'homme. Donc c'est vrai que souvent, on n'intervient pas. Vous restez en retrait? Je reste en retrait, je tends une oreille pour quand même surveiller le niveau de dispute, mais souvent on n'intervient pas. Et on a souvent constaté que ça se finissait par des éclats de rire. Donc ils arrivent à gérer eux-mêmes finalement leur dispute. Ils s'autogèrent un peu là-dessus. Voilà. En revanche, si on constate que c'est quelque chose de récurrent, c'est toujours sur le même point, là j'essaye d'intervenir un peu comme l'intermédiaire entre les deux enfants qui se disputent, en essayant, ce que vous disiez tout à l'heure, de reparler de la situation. Que se passe-t-il? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous ressentez? Rappeler les règles de la maison aussi. Et que fait-on donc pour respecter les règles et pour essayer de trouver une solution à la situation? Marie-Paul, alors l'éducation, vous en parlez dans votre livre, Vivre les conflits, justement. Alors, vous dites d'ailleurs que le conflit, c'est l'un des moteurs de la vie familiale. Ça peut surprendre. Un des moteurs, oui, au sens où on sait bien qu'ils sont inévitables, mais je vais jusqu'à dire aussi qu'ils sont nécessaires. Oui. Cette confrontation, ces affrontements, en fait, que l'enfant peut vivre en grandissant avec ses parents, ou contre ses parents, mais aussi avec ses frères et sœurs, permet en fait qu'il se construise, qu'il sache mieux qui il est. Voilà. Donc ces conflits, oui, sont nécessaires pour la construction de l'enfant, pour aussi faire évoluer nos relations. Quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez évolué dans la manière d'être en relation avec vos enfants. On apprend aussi. Voilà, eh bien, pour moi, c'est vraisemblablement des choses ont été un peu conflictuelles, difficiles. Vous avez, voilà, et vous ont permis, en fait, d'évoluer aussi dans vos relations pour avoir des relations plus justes, plus ajustées, en tous les cas, aux objectifs que vous vous donnez. Donc, oui, les conflits font partie de la vie et en même temps sont nécessaires. Alors, Karine, est-ce qu'il vous arrive de ne pas être d'accord avec Hervé sur la façon de réagir quand un des trois désobéit? Ça vous arrive de ne pas être d'accord sur la méthode utilisée? Oui, ça m'arrive. Comment ça se passe alors? Alors, idéalement, on dit, me semble-t-il, dans certains livres, qu'il ne faut pas contredire... devant l'enfant? Voilà, il faut pas devant l'enfant. En train de vous engueuler là-dessus. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que parfois c'est plus fort que moi, le fruit de ma chair, et du coup j'interviens quoi. Mais bon, je me dis ça fait partie des conflits. Les enfants voient aussi que, en général, ça vous discrédite pas un peu l'un ou l'autre vis-à-vis de l'enfant quand il voit que vous n'êtes pas d'accord? Il va pas s'enfourner dans la brèche? Non. Alors ça, les enfants n'ont jamais fait. Non. D'accord. Non. Marie-Paul, alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas tout à fait d'accord entre mari et femme? On s'est mis d'accord, père et mère, sur les grandes lignes, dans une situation très concrète, en fonction des circonstances, de nos humeurs, etc. On peut être amené à réagir différemment et à ne pas être d'accord sur la manière dont l'autre réagit. Alors, la difficulté dans ces cas-là, c'est de ne pas mettre les enfants dans une situation où s'il obéit à l'un, il désobéit à l'autre.
Voilà, c'est parce que c'est pas à l'enfant de choisir entre obéir à papa et désobéir à maman. Et c'est finalement le mettre dans ce qu'on peut même appeler une double contrainte. C'est-à-dire que de toute façon, il aurait tort s'il obéissait à l'un ou s'il obéissait à l'autre. Donc ça, psychiquement, c'est une situation qui est difficile pour les enfants. Alors, donc effectivement, la réaction première, c'est d'éviter de s'interposer entre l'enfant et le parent. Même si on n'est pas d'accord, même si l'enfant vient se plaindre, parce qu'il y a ça aussi, oui, papa, on peut dire, oui, je ne suis peut-être sans doute pas d'accord avec la manière dont il a fait, mais lui a sans doute ses bonnes raisons. C'est sauver la proposition de l'autre, en fait, aux yeux des enfants. Et puis, quand les enfants grandissent, et qu'effectivement, on discute, par exemple, avec des adolescents, ou des oui, mais quand même, papa, etc. Je peux reconnaître avec des ados, oui, effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec la manière dont ton père réagit là, et en même temps, c'est ton père et c'est mon mari, et moi, je l'aime. Voilà. Voilà. Donc, à la fois, on affirme cette relation et en même temps, on s'autorise effectivement à ne pas être d'accord. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nos enfants nous connaissent bien, ils nous fréquentent depuis quelques années et ils savent bien que papa, maman, c'est pas pareil. Voilà. Donc, forcément. Pas trop d'illusions. Merci à toutes les deux. Alors, Stan, justement, comment est-ce que Dieu il peut aider ces familles dans leurs tâches éducatives ? Je reviens dans la Bible que j'ai découvert tout à l'heure avant l'émission. Non, pas la Bible, mais... Oui, la Bible. Enfin, on vous l'a donné là, mais exactement. Vous l'avez déjà vu. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Donc je pense que Dieu est dans le coup et que c'est lui qui donnera donc à la mère cette autorité. Et je crois que ça c'est très important parce que l'autorité c'est pas une chose extérieure, c'est une question c'est avec son être qu'on a de l'autorité, on a de la présence et cette présence fait que l'enfant a envie de marcher dans la voie qu'on lui propose. Et il me semble que ce serait intéressant qu'il y ait un peu dans une famille ce qui se passe dans un mouvement, par exemple comme le scoutisme. On nous donnait quand nous étions jeunes une loi scout avec des règles et on en était fiers et on aimait l'observer. Et donc c'était par rapport à cette rigueur qui était proposée à tous que nous étions amenés à vivre de cet idéal. Et à la limite, je dirais, il ne nous arrivait pas de ne pas le suivre, tellement nous l'aimions. On demande un jour à Saint-Augustin, ça se passe au IVe siècle, doit-on utiliser des moyens corporels en éducation ? Et c'est là qu'il a répondu cette phrase célèbre, mais qui des fois est détachée du contexte, « Aime et fais ce que tu veux ». Et je crois que c'est assez important, c'est-à-dire l'important dans notre attitude d'éducateur et de parents, c'est l'amour. Et il faut absolument que l'enfant se sache aimer. Vous avez dit là tout à l'heure une parole très importante, c'est-à-dire on sanctionne des actes, on ne fait pas des reproches à une personne. Je crois que cette distinction est tout à fait capitale. Et donc en effet, il faut que l'enfant puisse découvrir qu'il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui ne conduisent pas au bonheur, il y a des choses qui conduisent au contraire au danger, au risque. J'ai un neveu auquel son père répétait « ne va pas si vite que tu vas en moto ». Le fils disait « je m'en fous, mais tu risques de te tuer, je m'en fous ». Le gamin est maintenant tétraplégique depuis 30 ans, sa vie a été complètement bousillée. Donc que l'enfant puisse découvrir que les désobéissances, ce n'est pas les caprices des parents auxquels on n'a pas répondu. Les parents étaient les garants et les protecteurs de leur équilibre et de leur bonheur. Moi, ce que je reproche à l'éducation que j'ai reçue dans ma petite enfance, c'était qu'on nous expliquait rien, c'était la taloche, c'était l'impression d'être réprouvé, de partir dans sa chambre sans le repas familial, etc. Et donc, on se sent dans la honte et la culpabilité. Ça, c'est la cata, cette histoire-là. Alors, je crois qu'une fois,
j'avais lu un bouquin où on parlait d'une mère que son enfant avait trouvé la nuit en train de pleurer. Il s'était réveillé, il avait cheminé dans la maison, il avait vu sa mère en train de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ben, je pleure parce que toi, tu ne pleures pas. Il avait commis une faute grave, il avait eu des mots racistes à l'égard d'un professeur de couleur noire. Et donc, le gamin découvrait que ce qu'il avait fait était mal en voyant le chagrin de sa mère. Et ça me faisait penser à l'attitude de Gandhi, quand dans sa communauté, quelqu'un avait commis une faute, lui, il se mettait à jeûner. Et on lui demandait, mais pourquoi tu jeûnes? Et il disait, c'est à cause de tel comportement. Je crois que ça, c'est précieux. Il y a une phrase du poète libanais Khalil Gibran qui dit « Pas une feuille ne jaunit, sinon sans le consentement de l'arbre tout entier ». Autrement dit, la faute d'un enfant, c'est que le contexte familial a besoin d'être guéri. Merci Père et merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Je signale au passage un livre toujours sur ce thème, Parents, osez vous faire obéir, du docteur Stéphane Clergy, c'est paru chez Albin Michel. Et puis également un colloque qui aura lieu le 15 novembre au Clair sur le thème vie de couple, vie familiale, vie professionnelle. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.clair.net. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.